Salam alaikum, bienvenue aujourd'hui dans la vidéo explicative du cours numéro 17 intitulé l'architecture moderne partie numéro 3. Donc on va continuer avec les fondements théoriques de cette architecture moderne. On a les constructivistes et le Gestalt. Contenu du cours, on va parler de l'école Fruitmas, c'est une école russe, et son approche constructiviste, les figures phares et influences, le Gestalt hollandais, et on va faire une synthèse des trois cours de l'architecture moderne, c'est-à-dire c'est quoi réellement cet esprit de l'architecture moderne, comment peut-on définir l'architecture moderne. On va commencer avec l'école Fruitmas, c'est une école russe fondée en 1920. Fruitmas, c'est l'acronyme de Высшие художественно-технические мастерские. donc Высшие художественно-технические мастерские. Donc on a pris les V, Fruitmas, donc pour dire que c'est les ateliers supérieurs d'art et de technique. Donc en fin de compte, c'est une école. Elle est issue de l'alliance de deux écoles russes, l'école de la peinture, sculpture et d'architecture, et l'école des arts appliqués, c'est-à-dire une école qui enseigne le design de manière générale. L'école, elle est d'origine politique, donc c'est une volonté politique, une volonté des politiciens russes pour hisser la Russie dans cet environnement, parce que vous avez remarqué qu'on n'a pas beaucoup parlé de ces pays. Donc on a voulu faire concurrence aux puissances mondiales industrielles, et on a voulu aussi répondre aux besoins de construction massifs. L'école, elle se base sur le principe de la composition. Donc l'école, pour elle, la démarche, elle est simple. Il faut juste travailler une composition avec des cercles, carrés, rectangles et des triangles. Donc avec les formes primaires, et on va utiliser les lignes droites ou là, les lignes courbées. Mais généralement, c'est la ligne droite pour faire une composition. Donc c'est quoi une composition proprement dite? Si on va prendre cette logique de composition, le principe, il avance que les formes géométriques sont suffisantes à elles-mêmes et qu'il faut orienter l'effort sur les relations entre les formes. C'est-à-dire qu'au niveau de l'école, on ne va pas travailler sur la forme du carré pour le tronquer et pour sortir avec un trapèze ou pour sortir avec une autre forme quelconque. Et on ne va pas dessiner des courbures d'une manière aléatoire. On va se dire, tiens, on a des formes géométriques connues, reconnues, les carrés, cercles et triangles. Elles sont suffisantes, yani, il faut les prendre en tant que telles. Il faut travailler maintenant sur les relations entre les formes. Ok? Juxtaposition, superposition, alignement, axialité, rapport de force, obéissance, désobéissance, et comment travailler toutes ces relations avec les formes qui sont toujours les mêmes, avec les mêmes propriétés géométriques, c'est-à-dire par exemple les quatre côtés égaux avec les angles droits, etc. Le principe de composition, il part avec des entités qui doivent être visibles et reconnues. Donc si vous allez voir n'importe quelle composition, vous pouvez facilement distinguer les formes géométriques. Ok, donc ça c'était avant, c'était un cercle, après un autre cercle qu'il a tronqué, on a des carrés, des trapèzes, et on travaille souvent avec la ligne. Donc on a ici la ligne, elle est visible, c'est un trait, mais parfois la ligne c'est une direction. Les lignes donc sont présentes explicitement dessinées ou implicitement dans le sens direction, etc. Donc là par exemple on a une ligne, on a une autre ligne, on a une autre ligne qui est dessinée. Parfois elle va prendre une épaisseur et on va la considérer comme un rectangle, mais disons que c'est une ligne. Parfois la ligne elle est absente, donc elle est implicite. Donc les trois rectangles jaunes, ils ont un alignement, une orientation, c'est comme si on a une ligne fictive ici. Là, c'est comme si on a une autre ligne dans ce sens. Ce principe a été largement développé et utilisé par Malevich et Lissitzky, qui ont guidé cette approche de composition plane. L'enseignement du constructivisme, c'est-à-dire au niveau de l'école de Fruitmas, il puise ses références dans l'esprit de composition. Donc les cours sont orientés vers les notions de couleur et d'espace, la composition plane, le volume dans l'espace, l'histoire des arts et la construction. L'aspect architectural voit l'inclusion d'une nouvelle approche
techniques relatives à la construction et sa relation avec l'industrie. Donc l'enseignement de l'école, il se base sur toutes ces notions relatives principalement à la composition, au projet, à son dessin, comment lui donner une forme. Puis, on va s'intéresser comment le réaliser, donc le volet construction en relation avec l'industrie, c'est-à-dire quels matériaux, quelle forme, quelle technique utiliser pour réaliser la composition qu'on a déjà fait, qui est normalement harmonieuse, qui a des formes, des relations intéressantes et qui est plus ou moins fonctionnelle. Le projet architectural, donc, c'est la médiane entre une sculpture et une composition. La composition qui est généralement une composition plane et la sculpture qui est un élément volumétrique. Et donc, on va dire que le projet architectural, dans l'esprit du constructivisme, c'est une composition volumétrique issue d'une composition plane. Le résultat doit refléter un ensemble cohérent composé d'entités identiques, en nature mais variées, en matière, taille et couleur. Donc c'est la même chose. Si on va faire une composition volumétrique architecturale, on va travailler dans la même logique de composition plane. Au niveau de la composition plane, on a commencé avec des formes connues et reconnues, les entités identiques, carré, cercle, triangle. Là aussi, on va travailler avec des volumes qui sont connus, cube, sphère, prisme, parallélépipède, etc. On va les varier. Donc on va faire par exemple plusieurs cubes avec des couleurs différentes, des tailles différentes, des matières différentes, des matériaux différents. Et puis on va les composer, on va les superposer, on va leur donner des orientations, un sens et des relations d'imbrication différentes. Et pour mettre en valeur la puissance industrielle, les architectes ont eu recours à l'utilisation du fer et de ses variantes, notamment l'acier, puis plus le béton et le verre. Exemple, ça c'est une composition plane. Là on ne parle pas de projet architectural, okay, on ne parle pas de construction. Là c'est une composition volumétrique, c'est une sculpture. Et on parle d'un projet de construction. Donc on a de nouvelles notions, par exemple des notions relatives à l'équilibre. Là on parle de l'équilibre de forme, là on va parler de l'équilibre de la structure, pour que la structure reste stable. Donc c'est pour cela qu'on a mis ici un cube qui est massif, qui a généralement un poids important pour éviter le renversement. Donc vous voyez, ici on ne parle pas d'équilibre structurel, on parle d'équilibre géométrique au niveau de la composition. Là on va parler de l'équilibre structurel et la résistance, on va parler des éléments qui sont en relation avec la construction. À noter que ce courant fait une rupture totale avec les formes du passé, bien évidemment. Donc ici, il n'y a pas de style, il n'y a pas de décoration, etc. Donc le projet architectural, c'est une composition abstraite, souvent qualifiée de composition scientifique, car elle est construite et très technique. Le projet est très fonctionnel, il est mis en valeur par sa volumétrie et ses matériaux. La devise du constructivisme est que la construction est inhérente au bâtiment et doit être mise en valeur, par opposition à l'ornementation qui est superflue. Donc la construction, elle est inhérente au bâtiment, c'est-à-dire elle a une relation très étroite. Elle fait partie du bâtiment. La construction, elle fait partie du bâtiment. On ne peut pas la négliger et au contraire, il faut la mettre en valeur. Donc quand on dit construction, ce sont les matériaux, ce sont les éléments structurels, etc. Il faut les mettre en valeur, il faut les afficher, il faut qu'ils aient un rôle au niveau de la composition volumétrique. Par contre, l'ornementation, elle est superflue, elle n'a pas de sens, il ne faut pas l'utiliser, il ne faut pas la mentionner. Parmi les projets phares de l'école et de ce courant, la tour Tatlin, c'est un projet non réalisé, c'est-à-dire parmi les premiers projets dessinés. Donc c'est une composition qui était plane mais qui a été transformée par la suite en volume. C'est une sculpture. D'autres projets de l'école de Vroedmans n'ont pas vu le jour mais ont préfiguré le constructivisme. Regardez là par exemple, on peut facilement reconnaître les volumes parallélépipèdes, deux cylindres, un autre parallélépipède et des éléments de structure, souvent métalliques, des câbles de haut bord pour des rôles divers, là par exemple pour supporter quelques éléments. Un autre exemple, les figures phares du constructivisme, on a Kandinsky, Lissitzky, et ces deux, ils ont enseigné au Vroedmans et ils ont enseigné en même temps au Bauhaus.
On a aussi d'autres architectes très connus, comme Melnikov, Lissitsky, les frères Vesnin et Tchernikov. Si vous allez faire une recherche, vous allez trouver énormément de dessins de Tchernikov et de Melnikov, dans ce sens, qui étaient des projets qui n'ont pas été réalisés, mais ce sont des tentatives de dessin. Donc observez par exemple ici, si vous allez prendre la vue de dessus, voilà, le plan de masse de cette partie-là, ça va ressortir une composition plane. Mais comme on a ici donné une hauteur, donc il faut supporter d'en bas. Il faut les supporter par des éléments métalliques. Donc il faut les mettre ici, ils sont affichés clairement. La variété entre les entités, c'est la variété de couleurs et de matière et de taille. L'approche ici, c'est une approche où on va essayer de donner beaucoup plus de valeur à la construction, c'est-à-dire la construction, les éléments, même les éléments temporaires, c'est-à-dire on a une grue qui a travaillé sur le chantier, il faut la laisser sur place, il faut voir comment l'intégrer. Un échafaudage, ascenseur, un élément technique, métallique, il faut le préserver, il faut qu'il fasse partie intégrante de du projet. Regardez par exemple ici, on a un porte-à-faux. Ok, c'est très important. Donc on a pris en considération de mettre ici une retombée de la console qui est une retombée beaucoup importante pour au moins donner un aspect de projet réalisable. Ça c'est le projet de Tchernikov. C'est une image, c'est un dessin qui est fait par l'architecte Tchernikov. Et ça c'est une image de synthèse, c'est-à-dire c'est un rendu 3D fait par un artiste, infographe. Donc si on va faire une lecture ici ensemble, si on va chercher la vue de dessus, si on va imaginer la vue de dessus, ou disons le plan de masse, on va voir ici un cercle, une ligne qui va faire tout ça, une ligne ou un rectangle, puis on a un cercle qui a fait le tour, qui a été coupé par la suite, et la composition va être une composition plate, très connue, très claire, son passage vers le volume, donc les cercles ils ont donné des cylindres, puis on a des relations d'imbrication, d'interpénétration, de passage, de liaison, etc. Et les éléments de structure, regardez ici, ça c'est un élément qui va supporter la partie, on le laisse. C'est un élément métallique, il est affiché clairement, il ne faut pas le supprimer, au contraire, il joue un rôle au niveau du bâtiment. Pour les projets réalisés, on a les garages de Gosplan de Melnikov en 1930. Donc là aussi, l'approche volumétrique est très claire, les parties cylindriques, parallélépipèdes, avec deux sphères et des cylindres, cônes, tronqués. Les matériaux, c'est très lisse, le béton. Il n'y a pas d'éléments décoratifs, il n'y a pas d'éléments superflus. Ça, c'est un autre projet de Melnikov, c'est le pavillon de l'URSS en 1920, pas les pavillons d'exposition. Donc, c'était un grand volume, puis là, il y a une rupture. Et on montre la puissance industrielle à travers surtout les éléments construits en métal. Club des travailleurs de Melnikov. Ici, on va faire une synthèse du constructivisme. On va voir que c'est une approche qui a permis la transition de la composition plane vers la composition architecturale. Donc, ils ont réussi le passage là. Le projet architectural est considéré comme une sculpture construite. Donc, c'est une sculpture qui est composée, matérialisée par les nouveaux matériaux. Donc, acier et béton et leur avantage, donc tout ce qui est porte-à-faux, éléments posés, éléments suspendus par les câbles ou par les haubans, etc. Quand on dit construit, toujours faites allusion par rapport, par exemple, à la brique. La brique, elle a les dimensions qui sont connues. Elle fait par exemple 10 sur 20 sur 30. C'est un parallélépipède. Mais avec la brique, on va essayer de construire, on peut construire un mur qui est cylindrique, on peut construire un mur qui a une forme de cube, de parallélépipède, avec des entités qui sont fixes. La logique de construction, c'est-à-dire toutes les notions de stabilité, résistance, équilibre, structure, donc tout ça est franchement affiché et fait partie prenante de l'esthétique du bâtiment, et c'est très souvent des éléments en métal, c'est-à-dire en acier. Pour la deuxième partie, on va parler de
Vous l'avez compris, on va parler du mouvement de Stahl. Le Stahl, c'est un mouvement hollandais qui a été actif à partir de 1917-1918, précisément après la Première Guerre mondiale. Ce groupe pluridisciplinaire est guidé par Piet Mondrian et Theo van Doesburg. Ce groupe, il a essayé de répandre, c'est-à-dire de faire connaître un principe basé sur l'harmonie et l'ordre, simplifié avec des représentations géométriques unifiées. Donc le principe, il est très simple. Le principe en peinture, il part de trois étapes: simplification, abstraction et élimination. Donc là, on a une peinture qui est une peinture impressionniste, un arbre, des couleurs. On peut voir la saison, peut-être, c'est en automne, peut-être en fin de journée. On va simplifier, c'est-à-dire on va réduire tous les éléments superflus, les feuillages, les tiges, les branches, etc. Ça va donner ça. On va laisser uniquement la silhouette. Puis on va faire abstraction, c'est-à-dire on va supprimer la notion d'arbre, on va supprimer et éliminer tous les éléments secondaires. Ça va donner ça comme résultat. Ces principes sont bien sûr transposables à l'architecture. C'est-à-dire on peut partir à partir d'un projet avec des éléments bien connus et on peut faire abstraction de tout ça. La pureté des formes et des couleurs, c'est-à-dire le principe du mouvement de Stahl, c'est la pureté des formes et des couleurs, réside dans deux règles géométriques qui sont travailler qu'avec des lignes horizontales et verticales. Donc là on est dans le mode orthogonal. Sur là on a fait AutoCAD et on travaille avec le mode ortho F8. Et on travaille aussi avec seulement les couleurs primaires, jaune, rouge et bleu, plus le noir et le blanc. Le noir et le blanc ne sont pas considérés comme des couleurs, puisque le blanc c'est toutes les couleurs et le noir c'est l'absence des couleurs. Ça dans ça, vous connaissez tous les différentes compositions de Piet Mondrian, donc des lignes horizontales, verticales. Ça définit deux formes uniquement, soit c'est un carré, soit c'est un rectangle, avec des remplissages différents, blanc, noir, jaune, rouge et bleu. Bien sûr, tout mouvement artistique, il part de la peinture, puis il passe vers le mobilier et termine avec l'architecture. Donc Gerrit Rietveld, c'est un architecte, et lui, il a essayé de travailler le mobilier dans la même approche. Là, c'est incliné pour des raisons fonctionnelles beaucoup plus. Gerrit Rietveld, donc c'est l'architecte phare du mouvement de Stahl qui a repris les principes de la peinture et il a essayé de les transposer vers l'architecture. Il est le concepteur de la Villa Schroeder en 1924 dans un style cubique. Donc ce que vous voyez ici comme une composition, ça peut être un plan. Donc les formes géométriques, c'est des pièces, chambre, cuisine, hall, et l'aspect, c'est distribution spatiale. Avant de passer vers la volumétrie, on a utilisé le principe de décomposition de Van Doesburg. Ce principe de décomposition dit que toutes les formes qu'on va voir au niveau composition plane peuvent être transformées en façade ou en volume comme des plans. Un plan, ça c'est un mur. Le plan c'est peut-être un linteau. Ce plan c'est peut-être un balcon, une dalle. Ce plan c'est un mur. Donc les formes géométriques dans les compositions abstraites de Mondrian vont être transformées en plans, c'est-à-dire en petits parallélépipèdes minces qui vont jouer le rôle d'une composition volumétrique. L'utilisation des formes pures, notamment le carré et ses dérivés, les couleurs primaires noires et nuances de gris, parce qu'on va utiliser notamment le béton et l'acier, et pour eux c'est un langage universel. Donc on va pas dire qu'on va utiliser le vert parce que le vert il fait allusion à un marbre disponible dans cette ville, ou à l'orange parce qu'il fait allusion à la terre, ou à la pierre, ou les éléments de façade sous forme de plans horizontaux ou verticaux. Et la volumétrie, bien évidemment, elle va être très souvent aérée, divisible en plusieurs plans. Voilà le résultat. Si on va comparer ça avec le projet du Vroutmas, le Vroutmas, dans le constructivisme, on va parler d'un bloc. Donc ce projet va être un bloc, c'est un seul cube. Donc le carré, il est bien défini dans ses limites, et on va faire une extrusion. On va avoir un seul cube. Puis des additions volumétriques.
dans l'approche du digital, on ne va pas travailler avec un volume. On va travailler avec des éléments en plan, des éléments plans 2D qui vont donner des plans mustawi. Ça, c'est un plan. C'est un parallélépipède mince, mustawi. Ça, c'est un autre plan. Ça, c'est un plan horizontal. Ça, c'est un plan vertical qui joue le rôle d'un mur. Il a une couleur. Ça, c'est un plan vertical aussi. C'est un autre plan. Donc, il est différent de ça. Il a une autre matière. Il ne se colle pas. Donc, c'est une composition, mais c'est une composition qui ne part pas d'une forme pour la transformer en volume, qui part d'une composition de forme pour donner une composition de plan. Bon, c'est vrai que vous allez me dire, monsieur, ça c'est un parallélépipède. Oui, ça c'est un parallélépipède. Ça c'est pas un plan, ça c'est un parallélépipède. Mais du moment qu'ils ont des épaisseurs très réduites, on peut faire abstraction de tout ça et parler de plan. Si vous allez faire une projection de la façade ou de la vue de dessus, vous allez trouver une composition qui ressemble à celle de Mondrian. Donc des lignes horizontales, verticales, avec des surfaces carrées, rectangles et des couleurs primaires plus le noir et le blanc. Voilà. Bien sûr, je ne vais pas répéter la notion classique. Oublie des éléments du passé, ne pas utiliser les éléments décoratifs, etc. Ça, maintenant, on le connaît. L'intérieur, il est aussi travaillé dans le même aspect. C'est pour montrer que ce mouvement, c'est un mouvement complet et l'approche, elle est prise de l'art nouveau. Donc l'art nouveau, c'est eux qui ont travaillé l'intérieur et l'extérieur à la fois. Une autre façade. Donc ça, c'est une façade. Ça, c'est un café, je crois. Oui, c'est un café-restaurant. Voilà. Donc les formes, bleu, jaune et rouge en termes de couleur. Et les formes rectangulaires et les lignes horizontales et verticales. Parfois, on fait abstraction de certaines couleurs. Même l'image, elle est en monochrome. Ça, c'est une série de maisons à Weisenhof. On peut voir ce projet dans des prochains cours, Inch'Allah. Si on va faire une synthèse de comment définir l'architecture moderne, comment se définir l'architecture moderne, c'est-à-dire on a vu dans le premier cours les précurseurs, comment ils ont voulu faire une rupture avec le passé. On a vu les futuristes italiens, comment ils ont parlé de la glorification des matériaux. Le Bauhaus, son approche de travail sur le volume, travail avec les industriels, toiture plate, l'utilisation du vitrage, libération des angles. Et aujourd'hui avec le Fruitmass dans le constructivisme et le digital. Donc le premier point dans cet esprit de l'architecture moderne, le premier point le plus important, c'est la rupture avec le passé. On ne peut pas parler d'une architecture moderne si on va utiliser des styles du passé. Donc ça, c'est vraiment contradictoire. L'architecture moderne, c'est une architecture qui rompt avec le passé. C'est une architecture où on a une absence d'hiérarchie. Une absence d'hiérarchie, par exemple, on l'a vu dans le projet du Bauhaus, l'école du Bauhaus, il n'y a pas cette notion de façade principale, orientation principale, un travail sur les niveaux, donc rez-de-chaussée plus important que les niveaux supérieurs, etc. Le projet, c'est un tout, c'est un ensemble qui a la même valeur, quelle que soit son orientation. Abolition de la notion d'entrée d'axe ou de symétrie systématique. Donc dans les projets anciens, par exemple architecture classique, architecture romaine, Renaissance, etc., on a toujours vu que l'entrée elle est située en axe au milieu, avec une symétrie, un certain équilibre, une certaine harmonie, l'ordre de rythme, répétition. Toutes ces notions n'existent pas dans cette architecture moderne ou existent d'une manière très très réduite. L'ornementation est remplacée par la beauté des formes et des matériaux. Donc, on n'est pas obligé de faire de la décoration. La décoration, c'est pour les bourgeois. La décoration, c'est pour la royauté. C'est pour les classes sociales d'antan.
Maintenant, dans cette société moderne, il n'y a pas de classe sociale, on n'a pas besoin de faire toute cette décoration à l'extérieur. C'est des éléments superflus. Maintenant, comment faire un projet qui est beau? On peut le faire par la beauté de sa forme, la beauté de ses matériaux, la beauté des volumes, la beauté de la composition et la beauté technologique. C'est-à-dire quand on a un porte-à-faux, quand on a un mur rideau, quand on a une surface très importante qui est surélevée, qui n'y a pas de poteau, etc. Ça, c'est beau. Ok? Le fonctionnalisme, la construction et la technicité en remplacement au symbolisme. Donc, l'architecture moderne, c'est une architecture très fonctionnelle qui se base sur les progrès techniques et aussi sur les progrès de construction, donc en termes de matériaux, en termes de technologie. La technicité, nouveauté, liberté et abstraction, ça veut dire qu'on n'a pas de référence. Ça veut dire que tout projet qui se veut appeler, qui se veut nommer un projet d'une architecture moderne, c'est un projet qui est nouveau, qui est totalement nouveau, qui ne ressemble pas à quelque chose du passé. Donc il n'a pas de référence. Donc si on veut faire un projet d'architecture moderne, on ne peut pas se référencer à une architecture ancienne pour faire une architecture moderne. Parce que c'est une nouveauté et c'est une approche abstraite qui ne doit pas avoir de référence. Voilà, j'espère qu'à travers cette série de 3 cours, vous avez pu saisir vraiment le contexte, le besoin d'avoir cette architecture moderne à partir des années 1900 et notamment sa définition pour ne pas parler avec des termes erronés. Donc maintenant vous savez c'est quoi une architecture moderne, vous savez c'est quoi l'esprit de l'architecture moderne des années 1920-1930. Voilà, merci de votre attention et au prochain cours, Inch'Allah.